Hector Malot, Sans famille, chapitre 11. Mon premier ami. La mère d'Arthur était anglaise. Elle se nommait Madame Milligan. Elle était veuve, et je croyais qu'Arthur était son seul enfant. Mais j'appris bientôt qu'elle avait eu un fils aîné, disparu dans des conditions mystérieuses. Jamais on n'avait pu retrouver ses traces. Au moment où cela était arrivé, M. Milligan était mourant, et Madame Milligan, très gravement malade, ne savait rien de ce qui se passait autour d'elle. Quand elle était revenue à la vie, son mari était mort et son fils avait disparu. Les recherches avaient été dirigées par M. James Milligan, son beau-frère. Mais il y avait cela de particulier dans ce choix, que M. James Milligan avait un intérêt opposé à celui de sa belle-sœur. En effet, son frère mort, sans enfant, il devenait l'héritier de celui-ci. Cependant, M. James Milligan n'hérita point de son frère, car 7 mois après la mort de son mari, Madame Milligan mit au monde un enfant qui était le petit Arthur. Mais cet enfant, chétif et maladif, ne pouvait pas vivre, disaient les médecins. Il devait mourir d'un moment à l'autre. Et ce jour-là, M. James Milligan devenait enfin l'héritier du titre et de la fortune de son frère aîné. Car les lois de l'héritage ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et en Angleterre, elles permettent dans certaines circonstances que ce soit un oncle qui hérite au détriment d'une mère. Les espérances de M. James Milligan se trouvèrent donc retardées par la naissance de son neveu. Elles ne furent pas détruites, il n'avait qu'à attendre. Il attendit. Mais les prédictions des médecins ne se réalisèrent point. Arthur resta maladif, il ne mourut pourtant pas ainsi qu'il avait été décidé. Les soins de sa mère le firent revivre. 20 fois on le crut perdu. 20 fois il fut sauvé. Successivement, quelquefois même ensemble, il avait eu toutes les maladies qui peuvent s'abattre sur les enfants. En ces derniers temps, s'était déclaré un mal terrible qu'on appelle coxalgie, et dont le siège est dans la hanche. Pour ce mal, on avait ordonné des eaux sulfureuses, et Madame Milligan était venue dans les Pyrénées. Mais après avoir essayé des eaux inutilement, on avait conseillé un autre traitement qui consistait à tenir le malade allongé sans qu'il pût mettre le pied à terre. C'est alors que Madame Milligan avait fait construire à Bordeaux le bateau sur lequel je m'étais embarquée. Elle ne pouvait pas penser à laisser son fils enfermé dans une maison. Il y serait mort d'ennui ou de privation d'air. Arthur ne pouvant plus marcher, la maison qu'il habiterait devait marcher pour lui. On avait transformé un bateau en maison flottante avec chambre, cuisine, salon et véranda. C'était dans ce salon ou sous cette véranda, selon les temps, qu'Arthur se tenait du matin au soir, avec sa mère à ses côtés, et les paysages défilaient devant lui, sans qu'il eût d'autre peine que d'ouvrir les yeux. Ils étaient partis de Bordeaux depuis 1 mois, et après avoir remonté la Garonne, ils étaient entrés dans le canal du Midi. Mais par ce canal, ils devaient gagner les étangs et les canaux qui longent la Méditerranée, pour remonter ensuite le Rhône, puis la Saône, passer de cette rivière dans la Loire jusqu'à Briare, prendre là le canal de ce nom, arriver dans la Seine et suivre le cours de ce fleuve jusqu'à Rouen, où ils s'embarqueraient sur un gros navire pour rentrer en Angleterre. Le jour de mon arrivée, je fis seulement connaissance de la chambre que je devais occuper dans le bateau, qui s'appelait le Cygne. Bien qu'elle fût toute petite, la plus charmante cabine, la plus étonnante que puisse rêver une imagination enfantine. Le mobilier qui la garnissait consistait en une seule commode, mais la tablette supérieure était mobile, et quand on la relevait, on trouvait sous elle un lit complet, matelas, oreiller, couverture. Sous ce lit était un tiroir garni de tous les objets nécessaires à la toilette, et sous ce tiroir s'en trouvait un autre, divisé en plusieurs compartiments, dans lequel on pouvait ranger le linge et les vêtements. Quand, après m'être déshabillée, je m'étendis dans le lit, j'éprouvai un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi. C'était la première fois que des draps me flattaient la peau, au lieu de me la gratter. Chez Mère Barberin, je couchais dans des draps de toile de chanvre raides et rugueux.
Avec Vitalis, nous couchions bien souvent sans drap sur la paille ou sur le foin. Et quand on nous en donnait, dans les auberges, mieux aurait valu presque toujours une bonne litière. Comme ils étaient fins, ceux dans lesquels je m'enveloppais, comme ils étaient doux, comme ils sentaient bon. Si bien couché que je fusse, je me levai dès le point du jour, car j'avais l'inquiétude de savoir comment mes comédiens avaient passé la nuit. Je trouvai tout mon monde à la place où je l'avais installé la veille, et dormant comme si ce bateau eût été leur habitation depuis plusieurs mois. Le marinier que j'avais vu la veille au gouvernail était déjà levé, et il s'occupait de nettoyer le pont. Il voulut bien mettre la planche à terre, et je pus descendre dans la prairie avec ma troupe. Quand nous revînmes, les chevaux étaient attelés au bateau, et n'attendaient qu'un coup de fouet pour partir. J'embarquai vite. Quelques minutes après, l'amarre qui retenait le bateau à la rive fut larguée. Le marinier prit place au gouvernail, le haleur enfourcha son cheval, la poulie dans laquelle passait la remorque grinça, nous étions en route. Quel plaisir que le voyage en bateau! Les chevaux trottaient sur le chemin de halage, et sans que nous sentissions un mouvement, nous glissions légèrement sur l'eau. Les deux rives boisées fouillaient derrière nous, et l'on n'entendait d'autre bruit que celui du remous contre la carène, dont le clapotement se mêlait à la sonnerie des grelots que les chevaux portaient à leur cou. De place en place, l'eau se montrait toute noire, comme si elle recouvrait des abîmes insondables. Ailleurs, au contraire, elle s'étalait en nappes transparentes, qui laissaient voir des cailloux lustrés et des herbes veloutées. J'étais absorbé dans ma contemplation lorsque j'entendis prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai vivement. C'était Arthur qu'on apportait sur sa planche. Ma mère était près de lui. « Vous avez bien dormi ?» me demanda Arthur. Je m'approchai et répondis en cherchant des paroles polies que j'adressais à ma mère tout autant qu'à l'enfant. « Et les chiens ?» dit-il. Je les appelais ainsi que Joli Cœur. Ils arrivèrent en saluant et Joli Cœur en faisant des grimaces, comme lorsqu'ils prévoyaient que nous allions donner une représentation. Mais il ne fut pas question de représentation. Ce matin-là, Madame Milligan avait installé son fils à l'abri des rayons du soleil et elle s'était placée près de lui. « Voulez-vous emmener les chiens le singe, me dit-elle, ou nous avons à travailler ?» Je fis ce qui m'était demandé et je m'en allai avec ma troupe tout à l'avant. À quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre? Et je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon dont elle suivait le texte dans un livre ouvert. Étendu sur sa planche, Arthur répétait sans faire un mouvement. Ou plus justement, il essayait de répéter, car il hésitait terriblement et ne disait pas 3 mots couramment. Encore bien souvent se trompait-il. Sa mère le reprenait avec douceur, mais en même temps avec fermeté. Cela me parut étrange de l'entendre dire « vous » à son fils, car je ne savais pas alors que les Anglais ne se servent pas du tutoiement. « Vous ne savez pas votre fable, dit-elle. « Oh, maman, dit-il d'une voix désolée, vous faites plus de fautes aujourd'hui que vous n'en faisiez hier. Pourquoi me désolez-vous en n'apprenant pas vos leçons? Je ne peux pas, maman, je vous assure que je ne peux pas. J'aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi et avec les chiens, continuait-elle, mais vous ne jouerez que quand vous m'aurez répété votre fable sans faute. Alors, reprenant le livre, elle commença à lire doucement la fable qui s'appelait « Le loup et le jeune mouton ». Après elle, Arthur répétait les mots et les phrases. Lorsqu'elle eut lu cette fable 3 fois, elle donna le livre à Arthur en lui disant d'apprendre maintenant tout seul, et elle rentra dans le bateau. Aussitôt, Arthur se mit à lire sa fable, et de ma place, où j'étais resté, je le vis remuer les lèvres. Mais cette application ne dura pas longtemps. Bientôt, il leva les yeux de dessus son livre, et ses lèvres remuèrent moins vite. Puis tout à coup, elles s'arrêtèrent complètement. Ses yeux qui erraient çà et là rencontrèrent les miens. De la main, je lui fis un signe pour l'engager à revenir à sa leçon. Il me sourit, et ses yeux se fixèrent de nouveau sur son livre,
Mais bientôt ils se relevèrent et allèrent d'une rive à l'autre du canal. Comme il ne regardait pas de mon côté, je me levai et je lui montrai son livre. Il le reprit d'un air confus. Malheureusement, 2 minutes après, un martin pêcheur, rapide comme flèche, traversa le canal à l'avant du bateau. Arthur levant la tête, puis quand la vision fut évanouie, il m'adressa la parole. « Je ne peux pas, dit-il, et cependant je voudrais bien. » Je m'approchai. « Cette fable n'est pourtant pas bien difficile, lui dis-je. En écoutant votre maman la lire, il me semble que j'ai l'ai retenue. » Il se mit à sourire d'un air de doute. « Voulez-vous que je vous la dise ?» Il reprit le livre et je commençai à réciter. Il n'eut à me reprendre que 3 ou 4 fois. « Vous la savez, s'écria-t-il. Comment avez-vous fait ?»« J'ai écouté votre maman la lire, comme je l'ai écoutée avec attention, sans regarder ce qui se passait autour de nous. » Il rougit, et après un court moment de honte, « Je comprends, dit-il, et je tâcherai d'écouter comme vous. Mais comment avez-vous fait pour retenir tous ces mots ?»« De quoi s'agit-il dans cette fable, dis-je. »« D'un mouton. Je commence donc à penser à des moutons. Ensuite, je pense à ce qu'ils font. Les moutons étaient en sûreté dans leur parc. Je vois que les moutons, couchés et dormant dans leur parc, puisqu'ils sont en sûreté, et les ayant vus, je ne les oublie plus. Bon, dit-il, je les vois aussi. Des moutons étaient en sûreté dans leur parc. J'en vois des blancs et des noirs, je vois des brebis et des agneaux. Je vois même le parc, il est fait de clés. Alors vous ne l'oublierez plus. Oh non! Ordinairement, qui est-ce qui garde les moutons? Des chiens. Et quand ils n'ont pas besoin de garder les moutons, parce que ceux-ci sont en sûreté, que font les chiens? Ils n'ont rien à faire. Alors ils peuvent dormir, nous disons donc, les chiens dormaient. En m'entendant parler ainsi et lui expliquer comment il pouvait être facile d'apprendre une leçon qui tout d'abord paraissait difficile, Arthur me regarda avec émotion et avec crainte, comme s'il n'était pas convaincu de la vérité de ce que je lui disais. Cependant, après quelques secondes d'hésitation, il se décida. Des moutons étaient en sûreté dans leur parc, les chiens dormaient, et le berger, à l'ombre d'un grand ormeau, jouait de la flûte avec d'autres bergers voisins. Alors frappant des mains l'une contre l'autre, « Mais je sais, s'écria-t-il, je n'ai pas fait de faute. Voulez-vous apprendre le reste de la fable de la même manière? Oui, avec vous, je suis sûr que je vais l'apprendre. Ah, comme maman sera contente. » Et il se mit à apprendre le reste de la fable, comme il avait appris sa première phrase. En moins d'1 quart d'heure, il la sut parfaitement, et il était en train de la répéter sans faute, lorsque sa mère survint derrière nous. Tout d'abord, elle se fâcha de nous voir réunis, car elle crut que nous n'étions ensemble que pour jouer. Mais Arthur ne lui laissa pas dire de parole. « Je la sais, s'écria-t-il, et c'est lui qui me l'a apprise. » Madame Milligan me regardait toute surprise, quand Arthur se mit à répéter le loup et le jeune mouton. Il le fit d'un air de triomphe et de joie sans hésitation et sans faute. Pendant ce temps, je regardais Madame Milligan. Je vis son beau visage s'éclairer d'un sourire, puis il me sembla que ses yeux se mouillèrent. Mais comme à ce moment, elle se pencha sur son fils pour l'embrasser tendrement, en l'entourant de ses 2 bras, je ne sais pas si elle pleurait. Puis elle s'approcha de moi et me prenant la main, elle me la serra si doucement que je me sentis tout émue. « Vous êtes un bon garçon, me dit-elle, si j'ai raconté ce petit incident. C'est pour vous faire comprendre le changement qui, à partir de ce jour-là, se fit dans ma position. La veille, on m'avait pris comme montreur de bêtes pour amuser moi, mes chiens, mon sage, un enfant malade. Et cette leçon me sépara des chiens et du singe. Je devins un camarade, presque un ami. Quand je pense maintenant aux jours passés sur ce bateau, auprès de Madame Milligan et d'Arthur, je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance. Arthur s'était pris pour moi d'une ardente amitié, et de mon côté je me laissais aller sans réfléchir, et sous l'influence de la sympathie, à le regarder comme un frère.
Chez lui, pas la moindre trace de supériorité que lui donnait sa position. Et chez moi, pas le plus léger embarras. Cela tenait sans doute à mon âge et à mon ignorance des choses de la vie. Mais assurément, cela tenait beaucoup encore à la délicatesse et à la bonté de Madame Milligan, qui souvent me parlait comme si j'avais été son enfant. Et puis, ce voyage en bateau était pour moi un émerveillement. Pas une heure d'ennui ou de fatigue, du matin au soir, toutes nos heures remplies. Quand le pays était intéressant, nous ne faisions que quelques lieues dans la journée. Quand au contraire il était monotone, nous allions plus vite. À heure fixe, nos repas étaient servis sous la véranda, et tout en mangeant, nous suivions tranquillement le spectacle mouvant des deux rives. Quand le soleil s'abaissait, nous nous arrêtions où l'ombre nous surprenait, et nous restions là jusqu'à ce que la lumière reparût. Le bateau arrêté, s'il faisait frais, on s'enfermait dans le salon, et après avoir allumé un feu doux pour chasser l'humidité ou le brouillard qui était mauvais pour le malade, on apportait les lampes. On installait Arthur devant la table, je m'asseyais près de lui, et Madame Milligan nous montrait des livres d'images ou des vues photographiques. Quand les soirées étaient belles, je prenais ma harpe et descendant à terre, j'allais à une certaine distance, et là je chantais toutes les chansons, je jouais tous les airs que je savais. Pour Arthur, c'était un grand plaisir que d'entendre ainsi de la musique dans le calme de la nuit, sans voir celui qui la faisait. Souvent il me criait « Encore !» C'était là une vie douce et heureuse pour un enfant qui, comme moi, n'avait quitté la chaumière de Mère Barberin que pour suivre sur les grandes routes le signor Vitalis. Quelle différence entre le plat de pommes de terre au sel de ma pauvre nourrice et les bonnes tartes aux fruits, et les gelées, les crèmes, les pâtisseries de la cuisinière de Madame Milligan. Mais pour être juste envers moi-même, je dois dire que j'étais encore plus sensible au bonheur moral que je trouvais dans cette vie nouvelle qu'aux jouissances matérielles qu'elle me donnait. Oui, elles étaient bien bonnes, les pâtisseries de Madame Milligan. Oui, il était agréable de ne plus souffrir de la faim, du chaud ou du froid, mais combien plus que tout cela a été bon et agréable pour mon cœur, les sentiments qui l'emplissaient. 2 fois, j'avais vu se briser ou se dénouer les liens qui m'attachaient à ceux que j'aimais. La première, lorsque j'avais été arrachée d'auprès de Madame Barberin. La seconde, lorsque j'avais été séparée de Vitalis. Et ainsi, 2 fois, je m'étais trouvée seule au monde, sans appui, sans soutien, n'ayant d'autres amis que mes bêtes. Et voilà que dans mon isolement et dans ma détresse, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait témoigné de la tendresse et que j'avais pu aimer. Une femme, une belle dame, douce, affable et tendre, un enfant de mon âge, qui me traitait comme si j'avais été son frère. Quelle joie, quel bonheur pour un cœur qui, comme le mien, avait tant besoin d'aimer. Combien de fois, en regardant Arthur couché sur sa planche, pâle et dolent, je me prenais à envier son bonheur, moi plein de santé et de force. Ce n'était pas le bien-être qui l'entourait que j'enviais. Ce n'était pas ses livres, ses jouets luxueux. Ce n'était pas son bateau. C'était l'amour que sa mère lui témoignait. Comme il devait être heureux d'être ainsi aimé, d'être aimé, embrassé 10 fois, 20 fois par jour, et de pouvoir lui-même embrasser de tout cœur cette belle dame, sa mère, dont j'osais à peine toucher la main lorsqu'elle me l'attendait. Et alors, je me disais tristement que moi, je n'aurais jamais une mère qui m'embrasserait et que j'embrasserais. Seule, je serais toujours seule. Aussi, cette pensée me faisait-elle goûter avec plus d'intensité la joie que j'éprouvais à me sentir traitée tendrement par Madame Milligan et Arthur. Cependant, si douces que me parussent ces nouvelles habitudes, il me fallut bientôt les interrompre pour revenir aux anciennes.